monde, bienvenue à cette webconférence de la Semaine de la coopération. Je suis bien content que vous soyez en ligne avec moi aujourd'hui, en particulier mes amis qui se sont branchés. Salut Philippe et Amélie aussi, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une belle webconférence sur les tendances de création de coopératives là, en 2020. Là, quels sont le type de coopératives qui sont démarrées aujourd'hui. Mais avant, je vais vous donner quelques consignes. Alors, vous voyez dans votre écran un petit logo qui est peut-être gris présentement et il faudrait qu'il soit rouge, notamment pour l'audio, pour le partage d'écran et pour la web caméra. Alors, vous voyez là, les petits logos là, présentement là, qui sont sur l'écran, qui sont verts. Sur votre écran, vous, il devrait être rouge là, pour faciliter le déroulement de la web conférence. Alors, qu'est-ce que le Conseil québécois de la mutualité? Je débute immédiatement avec cette belle question. Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, c'est une organisation qui regroupe toutes les fédérations de coopératives au Québec. Et puis, on est là pour faire la promotion des valeurs de la coopération et de la mutualité, évidemment, faire aussi favoriser le développement coopératif au Québec et mutualiste. Et puis aussi, on se préoccupe de l'éducation coopérative, qui est un transfert de connaissances là, dans les réseaux coopératifs. C'est grosso modo la mission du Conseil de la coopération, mais ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, alors je passe rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou nous poser votre question dans la section chat de l'interface GoToMeeting. Alors, la coopération, c'est quoi? La coopération au Québec, c'est plus de 116 000 emplois, c'est 42 milliards de chiffre d'affaires, c'est 8 millions de membres individuels, 3 000 coopératives environ et 300 projets de coop jeunesse en milieu scolaire et dans les communautés. C'est quand même quelque chose qui est vraiment important au Québec. On est une des régions dans le monde où il y a le plus de coopération. Souvent, des délégations de d'autres pays viennent nous visiter pour voir un peu c'est quoi le phénomène de la coopération au Québec. Notamment, prochainement, nous aurons une délégation de la Corée et récemment, on a eu une délégation du Maroc. Habituellement, chaque année, on a 2-3 délégations comme ça de gens qui viennent s'informer c'est quoi la recette québécoise pour avoir autant de coopératives aussi impliquées et dynamiques. Alors, je vous souhaite à nouveau une bonne semaine de la coopération. Mon nom, moi, c'est Éric Martel. Je fais du développement rural, local et coopératif depuis plus de 20 ans déjà. Ben oui, c'est malheureux, mais c'est ça qui est ça, hein, comme on dit. Mais je suis aussi administrateur et trésorier fondateur de la microbrasserie de Bellechasse, une microbrasserie située à Backland, mais dont je vous parlerai un peu plus tard dans la conférence. Maintenant, je travaille au CQCM depuis presque 5 ans maintenant, et puis je m'occupe de la gestion des programmes ici et des services aux membres. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet d'aujourd'hui. C'est de parler des nouvelles coopératives, vous donner une idée un peu de qu'est-ce qu'on a comme coopérative aujourd'hui au Québec, et puis de vous donner le goût peut-être d'en démarrer une, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont en ligne, là, qui sont déjà des gens qui sont très, très au fait de la coopération, d'autres un peu moins. Je vais être quand même assez b.a.-ba dans ma présentation aujourd'hui. Là, on ne rentrera pas trop dans les détails. Ce n'est pas le but là, de rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, naturellement, on vous invite à nous les poser en cours de route dans l'espace chat. Alors, chaque année, il se crée plus de 100 coopératives au Québec dans des secteurs très variés. On va voir ça un peu plus loin.
Le secteur coopératif traditionnel comme l'agriculture, l'habitation, même dans ces secteurs-là qui existent depuis souvent près de 100 ans, il y a des innovations aussi qui se font dans ces domaines-là. C'est très intéressant. Cette diversité-là, en fait, s'explique un peu par la nature des coopératives. Une coopérative, ça vise à répondre aux besoins de ses membres. Donc, les besoins peuvent changer au cours du temps. Et puis, les membres n'ayant pas les mêmes besoins vont créer des coopératives différentes. C'est certain qu'au début du siècle, par exemple, les agriculteurs étaient pour la plupart pauvres et avaient une agriculture d'autarcie. Et lorsqu'on a cherché à industrialiser l'agriculture, notamment par la production laitière, les coopératives se sont installées pour aller appuyer les agriculteurs là-dedans. C'était le besoin il y a 100 ans. Aujourd'hui, on a fait des coopératives agricoles très performantes et puis des producteurs agricoles qui sont pas mal mieux nantis grâce à la coopération. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les coopératives d'aujourd'hui nous préparent pour le futur? C'est ce qu'on va regarder rapidement. Naturellement, je n'ai pas fait un inventaire de toutes les coopératives intéressantes. On aurait pu passer l'après-midi à en discuter. J'ai choisi celle que moi je préfère. C'est un goût quand même assez arbitraire et celle que je connais un peu plus. Avant d'aller plus loin, on va parler de... Oups, il y a quelqu'un qui vient de se brancher. J'inviterais de couper son volume, s'il vous plaît. Naturellement, on va parler un peu des caractéristiques d'une coopérative. Une coopérative, en fait, c'est une entreprise d'économie sociale qui fait partie de la grande famille de l'économie sociale. C'est comme un peu les OBNL aussi font partie, les organismes à but non lucratif de l'économie marchande, pas celle du domaine du communautaire, font aussi partie de cette grande famille-là. Une coopérative, c'est une association de personnes, puis c'est aussi une entreprise, mais il doit exister un très grand équilibre entre ces deux dimensions-là. On ne peut pas juste avoir une coopérative qui est associative. C'est assez rare que ça perdure dans le temps. Et puis une coopérative qui est juste une entreprise aussi, c'est assez rare que ça perdure dans le temps. Il faut vraiment un équilibre entre une association de personnes et une entreprise. Dans une coopérative, on marche avec un membre, un vote, sans distinction du nombre de parts. Ce n'est pas comme dans une compagnie où tes droits de vote sont liés à tes actions. Dans une coopérative, c'est vraiment un membre, un vote. L'usage, c'est la base de l'adhésion et du calcul de la ristourne dans une coopérative. Alors, on ne fait pas ça sur le nombre de parts qu'on détient, c'est vraiment en fonction du volume d'activité qu'on a eu avec notre coopérative. Alors, la ristourne, c'est comme ça se calcule. Je vais très, très rapidement, là, parce que je considère que quand même, la conférence aujourd'hui, c'est pour vous expliquer le fonctionnement d'une coopérative. Et puis, naturellement, une coopérative, ça a des pratiques démocratiques. Et puis, on favorise l'intercoopération pour développer les affaires et son milieu. C'est une façon de faire de l'économie qui est un peu différente, naturellement. Il y a une loi pour créer des coops, puis cette loi-là, elle inclut plusieurs types de coops. Là-dedans, il y a la coopérative des consommateurs, les coopératives de producteurs, les coopératives de travailleurs, les coopératives de solidarité. Et il y a aussi une autre loi pour les coopératives d'épargne et de crédit qu'on connaît bien sous le nom des caisses Desjardins. Alors, le petit graphique ici que j'aime bien, là, que je traîne depuis mes études, en fait, c'est Claude Viennet, un socio-économiste belge, qui a développé toute une analyse. Et puis moi, j'ai retenu ce petit graphique-là qui est très intéressant. En fait, on voit bien les types de coopératives avec ce graphique-là. Alors, quand on est une coopérative financière, on est plus dans le financement des équipements. Quand on est des travailleurs, on fournit de la force de travail. Quand on a une coop de producteurs, habituellement, on a de la matière première. On combine ça ensemble pour faire un produit. Et puis, quand on est une coopérative de consommateurs, c'est ici qu'on se situe. Et puis, le flux financier revient et on refinance le tout. Alors, vous comprenez que, par exemple, dans une coopérative de solidarité, on pourrait avoir des membres travailleurs impliqués et des membres consommateurs. Chacun a une position différente dans le modèle économique,
mais tout ça est dans le but de produire un service ou un bien. Je ne passerai pas trop de temps là-dessus. C'est une petite diapo un petit peu intellectuelle, mais j'aime toujours la présenter. Les éléments de contexte 2020 favorables aux coopératives. Là, on rentre dans le sujet de la webconférence. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en 2020, on pourrait avoir des coopératives qui vont démarrer et qui vont être un peu différentes? Eh bien, il y a l'achat local qui est aujourd'hui quelque chose de très valorisé dans nos sociétés. La reprise collective avec le vieillissement de la population, naturellement, ça fait qu'il y a des entreprises qui vont peut-être pouvoir être transférées à par exemple, des travailleurs qui se regroupent ensemble pour racheter l'entreprise de leur patron. Il pourrait y avoir aussi le zéro déchet, le développement durable, l'économie circulaire qui s'inclut dans le développement durable, qui sont aussi des opportunités de coopératives. La mondialisation de l'économie qui favorise la mutualisation. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut amener la création de nouvelles coopératives avec des nouveaux modèles. Le commerce équitable, naturellement, qui ne peut se faire sans coopérative. Partout dans le monde, on s'entend que le commerce équitable doit se baser sur des coopératives. C'est ce qui est reconnu comme étant le type d'entreprise le plus équitable. Ensuite, la culture. Dans le domaine de la culture, on le voit là, avec de ce temps-ci, groupe Capital Média et puis les régions qui tentent de se former des coopératives de solidarité pour racheter leurs journaux régionaux. Alors, c'est un bel exemple de contexte favorable aux coopératives. Les services de proximité aussi sont toujours des domaines d'activité où les coopératives sont très, très avantagées, notamment dans les régions rurales où on voit souvent des services de proximité comme des épiceries, des coopératives de santé qui s'installent. Et pour terminer, les jeunes qui ont étudié par projet la pédagogie coopérative qu'on enseigne depuis une quinzaine d'années à l'université et le Conseil de la coopération est aussi impliqué dans ces programmes éducatifs-là. On a ici tout un département qui est en appui aux enseignants dans les milieux scolaires pour les aider à monter des activités pédagogiques. Naturellement, on ne parle pas de coopérative dans ces activités pédagogiques-là, mais on parle surtout de coopération parce qu'on se dit que si les jeunes apprennent à coopérer ensemble, ils vont avoir le goût de se démarrer des coopératives un peu plus tard. Et c'est ce qu'on a observé 15 ans plus tard. Là-dessus, on a réalisé un sondage auprès des jeunes qui sont quand même stupéfiants. Le premier constat, c'est que les milléniaux québécois partagent les valeurs de la coopération, essentiellement parce que les coopératives ont choisi de mettre l'humain et la collaboration au centre de leurs préoccupations plutôt que le profit. C'est ce que les jeunes semblent reconnaître dans la formule coopérative. Je vais passer rapidement sur les résultats là, de cette enquête-là qu'on a réalisée avec une firme de sondage qui s'appelle Léger Marketing. Alors, vous voyez que l'honnêteté, c'est une grande valeur pour les milléniaux, l'altruisme, l'équité, la responsabilité individuelle. Alors, ce sont tous des valeurs, les premières valeurs coopératives, les premières valeurs que les milléniaux reconnaissent, ce sont aussi des valeurs coopératives. Alors, c'est très intéressant là, de voir qu'il y a un très bon partage de ces valeurs-là, même après plus de 100 ans de coopération au Québec. Les enjeux importants pour les milléniaux, l'accès aux services de santé, la réduction de la pauvreté, les inégalités sociales, l'environnement, l'accès à l'éducation, l'économie, la sécurité civile, l'égalité homme-femme. À 3 %, je trouve que c'est un peu faible, mais pour eux, peut-être que c'est déjà des acquis. Alors, vous voyez quand même que les milléniaux sont proches là, du développement coopératif. Les jeunes ont donc l'influence pour créer des coops parce qu'une coopérative, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est là pour répondre aux besoins de l'association de personnes qui s'est formée pour se doter d'une entreprise qui vient offrir des services ou des produits à ce groupe de personnes-là. Alors, les jeunes qui s'impliquent dans une coopérative ne le font pas de la même manière que peut-être les autres générations. Les secteurs innovants qui témoignent de ce phénomène de changement,
il y a une grande ouverture aux entreprises avec un impact social. On le sent là, même aux États-Unis, au Canada anglais, ils n'ont pas peut-être les coopératives comme nous, on a développé de la même façon, en tout cas. Et puis, on voit quand même qu'il y a un engouement pour les entreprises avec un impact social. Et puis, c'est une grosse tendance. Donc, les nouvelles coopératives, ils sont dans des domaines très, très variés. On va le voir ensemble avec les prochaines acétates. Alors, il y a dans l'énergie renouvelable, les plateformes coopératives, les boîtes de professionnels, les épiceries zéro déchet, les cafés de quartier, etc. C'est ça. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, mon échantillon, ça demeure un échantillon limité, car on ne pourrait pas aujourd'hui présenter l'ensemble de toutes les nouvelles belles coops qui se démarrent chaque année. Parmi celles-ci, la première, naturellement, je me devais de parler de la microbrasserie de Bellechasse, coopérative de solidarité. C'est une microbrasserie qui a été démarrée suite à un long processus de développement local de 4 municipalités du sud de la MRC de Bellechasse. Et puis après plusieurs consultations publiques, il y a eu un projet qui s'est démarqué et c'était la création d'une microbrasserie dans ce secteur-là afin de surtout créer de l'emploi de qualité dans ce domaine-là. Et puis, il faut se rappeler que il y a 5 ou 6 ans, on n'était pas non plus dans la pénurie de main-d'œuvre qu'on a présentement. Et puis, c'était un objectif très important de créer des emplois de qualité dans cette région-là, dans ce village-là, où il ne s'était pas créé d'entreprise depuis plusieurs années. Alors, et puis le deuxième volet de cette coopérative-là était aussi de venir appuyer l'industrie touristique de ce secteur-là. Et puis aujourd'hui, la microbrasserie et puis juste en appui est maintenant devenue une destination touristique, là, notamment en termes de tourisme brassicole. Alors, je vous invite tous à aller prendre une bière dans cette merveilleuse microbrasserie. Et puis, je profite de l'occasion aussi pour vous dire que dans le secteur de la microbrasserie, c'est un domaine où il y a quand même beaucoup d'entreprises et il y a aussi un bon pourcentage de ces entreprises-là qui sont des coopératives. Alors, chaque année, il se démarre 2 à 3 nouvelles microbrasseries coopératives, ce qui est très intéressant. Il y en a qui prennent plusieurs formes, mais celle de Bellechasse, c'est une coop de solidarité qui implique à la fois les membres producteurs locaux, les membres travailleurs et des membres de soutien. Les membres producteurs sont surtout là pour fournir des intrants pour la cuisine, notamment, je vous dirais que le smoke meat de porc est vraiment excellent, mais malheureusement trop rare. On n'a pas à la table au menu régulièrement. Ensuite, dans un autre domaine d'activité, mais vraiment, vraiment surprenant, dans l'humour, il y a la coopérative Mobilo qui a été créée en 2017 par Virginie Fortin, Adib Alcaner. En tout cas, je ne voudrais pas déformer son nom, mais je m'excuse. Et puis Guillaume Wagner. C'est une coopérative qui est très, très jeune, mais qui est déjà très active. Alors, cette coopérative-là produit le festival que plusieurs d'entre vous connaissez peut-être, l'Aquafest, qui est un festival d'humour, mais un peu plus hardcore, si j'utilise de l'expression chinoise. Et puis, c'est un festival qui gagne en popularité à chaque année. Et puis, la coopérative se développe très rapidement malgré qu'elle ait été créée seulement en 2017. Alors, moi, quand j'ai découvert cette coop-là, j'ai rigolé. Ensuite, la coopérative de solidarité EVA. Ça aussi, c'est une autre belle coopérative. EVA, c'est une coopérative qui est une plateforme collaborative pour démocratiser le partage automobile. Alors, c'est un peu une coopérative qui se veut une alternative à des grands joueurs du secteur.
Et puis, cette coopérative-là, par contre, elle a l'avantage d'impliquer à la fois les membres usagers et les membres conducteurs dans la gestion de cet écosystème-là de partage routier. La technologie d'EVA est basée sur le blockchain et puis c'est la même technologie que par contre que par exemple Uber utilise, mais là cette fois-ci on l'utilise au profit des usagers et des conducteurs. La coopérative est un intermédiaire qui permet de mettre en contact les usagers et ceux qui ont des services à offrir. Contrairement à Uber, où Uber, l'entreprise est vraiment là pour se tirer un profit. La coopérative de solidarité EVA n'est pas là pour se tirer un profit, mais vraiment pour couvrir ses frais d'opération et de développement. C'est que ça change complètement la façon d'œuvrer dans ce secteur-là. Et puis, on pense que dans l'avenir, il y a beaucoup de place pour des coopératives qui offriraient des services collaboratifs sur la base d'une plateforme. Par contre, ça nous lance de nouveaux défis. Habituellement, au Québec, on aime développer des coopératives avec des gens et des personnes, et ça ne changera jamais. Mais dans un cas où on offre des services à travers la planète, ça devient un peu difficile. Et puis, il va falloir innover, il va falloir changer nos façons peut-être de faire pour être capable d'avoir des coopératives qui vont rivaliser avec des grands groupes là, comme ce qu'on voit s'installer là, sur le web. Là. Alors, les coopératives, ils vont pouvoir s'installer eux aussi, mais il va falloir changer un peu leur façon de faire. Et à ce titre, EVA est un pionnier dans ce domaine. Alors, on les observe grandement et puis on essaie de les supporter dans le développement d'un nouveau modèle qui pourra plaire à tout le monde et qui sera surtout efficace pour donner des services, qu'on puisse avoir un usage de cette coopérative-là à travers la planète, pas juste au Québec. Oh, ça, c'est une belle petite coopérative. Les coops de propriétaires de mini-maisons. Depuis 2 ans, s'il y a une coopérative qui attire l'attention, c'est bien celle-là. C'est un type de coopérative qui a été développé par la CQCH et puis la Fédération des coopératives de l'Estrie. C'est un concept de coopérative très intéressant dans lequel on est propriétaire de sa mini-maison, mais pas nécessairement du terrain. Et puis que le terrain appartient à la coopérative et on loue l'usage du terrain. Ce type de propriété-là répond à des besoins vraiment plus importants qu'on même on aurait pu estimer avant de commencer à réaliser ces projets-là. Les coopératives de mini-maisons répondent à des besoins des jeunes qui veulent entrer dans le marché de l'immobilier, qui n'ont pas nécessairement encore de mise de fonds. Alors, de devenir propriétaire de sa mini-maison et ensuite de la revendre à un autre membre de la coopérative lorsqu'on désire quitter, ça nous permet d'accumuler un petit peu de capital et ensuite de devenir un acheteur de deuxième propriété. Il y a aussi une autre clientèle qui sont les personnes qui vieillissent et puis qui désirent avoir moins d'espace à entretenir. Et puis, le concept de mini-maison devient très, très intéressant là-dedans. Mais la valeur ajoutée de tout ça, c'est l'espèce de sentiment de communauté, d'appartenir à un groupe de personnes, d'être proche de d'autres personnes avec qui on peut tisser des relations. Et puis, quand on est dans un contexte de milieu de vie, c'est quelque chose qui est très enrichissant d'avoir des bonnes relations avec ses voisins, de pouvoir compter sur ses voisins, que ce soit pour garder son chat à l'occasion, avoir une tasse de sucre ou de lait. Les coopératives de mini-maison, c'est quelque chose qu'on reçoit énormément de téléphones d'information à ce sujet. Vie et compagnie. L'épicerie d'aujourd'hui, une coopérative de solidarité.
Vie et compagnie, j'ai rencontré les promotrices récemment de cette coopérative-là, des jeunes, des femmes vraiment super intéressantes. Ils n'avaient pas accès à des produits de consommation avec zéro déchet. Alors, eux ont dit, on va se démarrer notre coopérative nous-mêmes. Et puis, c'est ça qui est la beauté de cette coopérative-là, là, c'est qu'elle est à Saint-Jean-de-Mata. Elle n'est pas dans un milieu urbain, là. Et puis, vous voyez sur la photo comment c'est super intéressant, là, comme épicerie. C'est vraiment beau, c'est vraiment bien. Et puis, ça fait pas longtemps que c'est démarré. Et puis, les personnes qui sont responsables de cette coopérative-là sont toujours prêtes à améliorer le modèle, à s'adapter. C'est vraiment génial comme coopérative. J'ai hâte de passer à Saint-Jean-de-Mata pour aller la voir en personne. La coopérative de solidarité du Duché de Bicoline. C'est une coopérative qui existe quand même depuis 1994. Vous allez me dire, ouais, Eric, ça commence à dater. Oui, mais le secteur d'activité de cette coopérative-là est tellement innovant, amusant, rigolo, que j'ai décidé de quand même vous en parler. En fait, la coopérative du Duché de Bicoline, c'est un grand site où on peut aller faire des jeux grandeur nature de type Donjon Dragon, mais c'est très organisé. Ici, il y avait un voisin de bureau, là, des ingénieurs qui participaient chaque année à cette coopérative-là. Il en était membre. Et puis, ils ont même décidé de se construire une petite bâtisse là-bas, une auberge. Alors, quand tu es membre, tu peux avoir le privilège de te construire une bâtisse en respectant quand même les règlements d'aménagement de Saint-Mathieu-du-Parc. Mais c'est vraiment une belle coopérative qui a grossi avec les années. C'est rendu un gros parc thématique sur les jeux de rôle grandeur nature. Vraiment très intéressant comme coopérative. La coopérative de solidarité GymX de Saint-Jérôme. Ça aussi, c'est vraiment le fun. C'est un gym, mais qui est vraiment avec un type d'entraînement particulier, alternatif, qui est vraiment basé sur le mouvement, l'espace. On ne va pas lever de la fonte là, dans ce gym-là. On s'amuse tout en s'entraînant et on développe son estime. C'est vraiment un gym qui a une autre philosophie que je ne pense pas qu'on aurait pu voir émerger, par exemple, dans une chaîne de gym conventionnelle qui s'installe dans à peu près tous les villes et villages là, du Québec. C'est vraiment quelque chose de particulier qui a été designé par les gens de Saint-Jérôme, pour les gens de Saint-Jérôme. Alors, c'est vraiment quelque chose là, qui est intéressant. Par exemple, ils ne vendent pas de bouteilles d'eau, ils favorisent la consommation locale, ils vendent des produits biologiques à l'interne. Vous voyez que la philosophie d'entraînement alternative, ça aussi se traduit dans des pratiques d'affaires coopératives généralisées là, dans toutes les activités autour d'eux autres à Saint-Jérôme. La ferme coopérative Tournesol, je vous disais en début de conférence que la coopération agricole avait été quelque chose d'important dans le développement des coopératives au Québec. Et puis, ça le demeure toujours. On a beaucoup de coopératives agricoles dites alternatives. Par exemple, la ferme coopérative Tournesol, ben, eux, ce sont des travailleurs qui ont décidé de se regrouper ensemble pour louer des terres, parce que c'était difficile pour eux d'avoir accès à des terres agricoles. Alors, ils ont décidé de se regrouper ensemble et puis ils vendent des produits biologiques. Et puis, c'est 5 travailleurs qui sont regroupés dans cette coopérative-là. Ils vendent aussi des semences qui sont très bonnes. J'en achète à l'occasion pour mettre dans mon potager. Il y a Café Cambio, coopérative de travailleurs. Ça, c'est une coopérative au Saguenay, à Chicoutimi, qui est vraiment très importante là, pour cette ville. C'est un lieu là, culturel où les gens aiment se retrouver. C'est vraiment très intéressant comme coopérative. Et puis, on a vu ce genre de café-là
s'installer beaucoup depuis 5 à 6 ans. Là. On a vu vraiment ça s'installer dans des quartiers à Montréal, dans des petites communautés rurales, des petites villes de région. Et puis, ça répond à un besoin vraiment des gens là, de se retrouver ensemble et puis de boire un café finalement. La coopérative de solidarité des auteurs de jeux d'édition. C'est un autre type de coopérative qui est vraiment intéressante aussi. C'est à Trois-Rivières. C'est une coopérative qui a son siège social à Trois-Rivières. Cette coopérative-là est vraiment comme objectif d'aider les inventeurs de jeux à commercialiser leurs jeux. Et puis, la première fois que le promoteur m'avait appelé, je travaillais ici au conseil de la coopération, il m'avait parlé de ça. J'étais quand même sympathique à son idée parce que je suis quelqu'un qui adore les jeux de société. Mais je me disais, est-ce qu'il y a une opportunité pour créer une coopérative? Eh bien, oui, 3 à 4 ans après les débuts d'opération de cette coopérative-là, que j'ai suivi depuis ce temps-là, on se rend compte qu'il y a vraiment des besoins. Alors, la coopérative, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle a réussi à avoir une liste de consultants, de graphistes, d'éditeurs qui sont capables d'offrir des services à des inventeurs de jeux et la coopérative a négocié des tarifs avec ces fournisseurs-là. Et puis aussi à l'interne, la coopérative a des employés qui sont capables d'aider aussi les membres qui sont les inventeurs de jeux. Alors, une belle coopérative dans un domaine assez inusité, mais qui fonctionne très bien. Une coopérative d'architectes, ben oui, il y a des architectes qui ont décidé de se regrouper ensemble dans une coopérative de travailleurs. Eux avaient vraiment le goût de travailler dans un bureau où il y aurait leur mot à dire, qui pourraient travailler en collégialité, puis il n'y aurait pas l'architecte en chef qui commande l'entreprise et puis que les autres sont des subalternes. Eux, c'était vraiment que le côté créatif de chacun des architectes de cette coopérative-là soit utilisé à son maximum, soit mis de l'avant. Et puis, ils ont un style de gestion qui leur est particulier. C'est pour ça qu'ils ont choisi la formule de coopérative pour créer leur bureau. La coopérative Le Petit Géant, c'est à Normandin, encore au Saguenay. Ce sont des parents qui se disaient, nous, on aimerait ça, avoir accès à une salle, un local dans lequel il y aurait des jeux. Et puis, alors c'est ce qu'ils se sont fait. Ils se sont créés une coopérative. Ils ont loué un local et puis ils ont rempli ça de jeux. Les parents se sont impliqués dans la décoration. Vous voyez qu'il y a des belles œuvres sur les photos. Et puis, ça fonctionne que chaque parent chaque famille a une carte magnétique avec laquelle ils peuvent accéder au local en tout temps, toute heure du jour. Et ce sont les parents qui sont responsables de faire la surveillance. Ça leur coûte un montant, une contribution annuelle de moins de 200 $ et puis ça leur donne accès à plein de jeux qui n'ont pas besoin d'acheter eux-mêmes et puis qui évoluent aussi en fonction de l'âge de leur enfant. C'est vraiment très intéressant. Présentement, il y a plus de 200 familles qui sont membres. Ils ont été obligés de limiter le membership vraiment au village de Normandin parce que les autres villages voulaient venir s'abonner. Et puis, à un moment donné, ils ont dit, le local a quand même une superficie limitée. On ne peut pas dépasser un certain nombre de membres. Alors, 200 membres, c'est pas mal leur capacité maximale. La coopérative Forêt d'Ardennes, une coopérative de Lévis, qui s'inspire de l'action éco-responsable dans toutes leurs actions. C'est une coopérative qui est là pour surtout accompagner les gens et les entreprises dans un processus de responsabilité écologique. Alors, vraiment, cette coopérative-là aide les personnes à prendre de bonnes décisions. Ils font beaucoup d'ateliers dans le milieu scolaire. C'est une très belle coopérative qui fonctionne bien là, et puis qui, naturellement, vous comprenez, qui est assise sur des valeurs très fortes, là, celle de l'écologie.
les coopératives de solidarité agroforestière de Mingani, le grenier boréal. Ça, c'est une coopérative qui est aussi spéciale. En fait, elles sont toutes spéciales, celles que je vous présente aujourd'hui. Puis je vous dirais que habituellement, toutes les coopératives sont spéciales et différentes les unes des autres. Mais celle-là, elle a quelque chose de vraiment particulier. C'est que sur la Côte-Nord, à Mingani, l'accès à des produits frais est très, très, très difficile. Ça demande beaucoup de transport routier. Et puis, habituellement, les produits arrivent en état vraiment pas trop intéressant. Et alors, les gens de l'endroit ont décidé de créer cette coopérative-là pour s'approvisionner en produits frais en été, mais aussi d'aller valoriser les produits forestiers non ligneux qui sont dans la forêt et dans les marécages de cette région-là. Alors, c'est une coopérative qui fait de la culture, mais qui fait aussi de la cueillette. Elle a un membership très, très, très éclaté. Et puis, elle existe depuis février 2013. Et puis, elle va très, très bien. Là, même, je pense qu'à l'émission L'épicerie, si vous voulez, vous allez pouvoir voir un documentaire sur cette coopérative-là. Vous pouvez l'écouter sur Tout TV. Alors, c'était la dernière coopérative que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ma webconférence vous a un petit peu informé sur les nouvelles tendances des nouvelles coopératives là, de 2020. Hein. Et puis, j'espère que pour certains, ça vous donnera le goût de vous en démarrer une. Mais je vous invite avant de voir la conférence.